Bah en fait, le mensonge, bah, on sait très bien que tout le monde a déjà menti dans sa vie. Oui. C'est quelque chose de récurrent, tout le monde ment. On ne sait pas vraiment à quel âge ça commence à... Oui. Parce que je pense que les enfants petits ne mentent pas forcément. Mhm. Après, je pense que ça se développe en grandissant. Et donc tout le monde ment, mais on ne sait pas quand les gens mentent. C'est personnel. En fait. Oui, tout le monde ment, mais on ne sait pas quand les gens mentent. Ça, c'est... Et quelque part, le fait de grandir, comme vous avez dit, implique accéder au mensonge. Parce que tout au début de l'existence de l'enfant, il suit tout ce que les parents disent, tout ce que les adultes disent. Donc pour eux, la question de la vérité ne se pose même pas. C'est un peu comme la question du dégoût ou du goût ne se pose pas. Ce n'est qu'à partir du moment où on rencontre le dégoût qu'on peut avoir dégoût. C'est d'abord quelque chose qui est dégoûtant, qui est une substance qui est un peu amère, ou si les mensonges amènent à des choses qui sont amères, une punition par exemple, là on se dit « Ah, tiens, ça c'est un mensonge, il ne faut pas mentir ». Mais très vite on se rend compte que les adultes mentent et que c'est utile. Et que le fait de mentir n'empêche pas de dire la vérité. Et que de dire la vérité n'empêche pas du tout de mentir. Parce que de toute façon, dans un mensonge, il y a de toute façon incluse la vérité. C'est-à-dire que pour pouvoir mentir, il faut savoir. Il faut savoir la vérité. Oui. Il faut savoir ce que je dois cacher. Et parfois, ce que je dois cacher, c'est quelque chose qui est un peu tortueux, qui n'est pas bien, qui est un délit ou qui est un crime. Mais ça peut être aussi quelque chose que je ne veux pas et que j'ai le droit de cacher. Parce que ça m'appartient dans ma vie privée, ou parce que c'est, disons, au moment de la résistance, par exemple, on veut garder quelque chose qui est politique. Et que donc, entre deux armées, entre deux groupes qui se disputent, qui se bagarrent, qui a la vérité ? On ne sait pas très bien qui. Et donc, on peut vouloir cacher certaines informations à l'ennemi, n'est-ce pas ? Et donc, ça passe par quoi ? Par le maquillage, par la mascarade, par cacher, par l'omission, n'est-ce pas ? Par le mensonge. Mais c'est un mensonge qui est, à ce moment-là, nécessaire pour l'objectif qu'on poursuit. Donc, le mensonge et la vérité, c'est des choses très, très compliquées. Alors, évidemment, vous voyez, par exemple, dans la psychanalyse, parce que je suis psychanalyste et je reçois des patients à longueur des journées, ces gens-là qui viennent ici, ils me parlent, et moi je pense, parlent vrai. C'est un moment que les gens ont pour parler vraiment de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils imaginent, de ce qu'ils voudraient, etc. Ce qui pose problème. Et c'est rare de trouver des moments dans la société, des situations où on peut parler de cette façon-là. On peut même dire des vérités qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même. Ça arrive jusque-là. Donc, ça n'empêche pas ces moments très forts où la vérité, où une parole vraie est véhiculée. Ça n'empêche pas le blabla quotidien. Ça n'empêche pas la vie, disons, pour le dire tout simplement, la vie courtoise. Dans la vie courtoise, quoi. Déjà, on s'habille, on cache sa nudité. Pas simplement parce qu'il fait froid, mais déjà, s'habiller, c'est déjà un peu mentir. C'est coiffer, c'est raser, n'est-ce pas ? C'est déjà une façon de cacher la vérité. Après, ça dépend de quelle vérité vous parlez, n'est-ce pas ? Voilà, parce qu'il y a plusieurs sortes de vérités, plusieurs types de vérités. Donc, et puis il y a des vérités qui sont contradictoires, comme la vérité de deux ennemis. Donc, c'est important de dire la vérité, oui, mais on ne peut pas toute la dire, toute la vérité. Pourquoi ? Parce que matériellement, le mot nous manque pour dire toute la vérité. Un. Et deux, on ne peut pas dire toute la vérité parce qu'on ne la connaît pas. Même notre propre vérité.
on ne la connaît pas. Donc, dire la vérité, c'est très bien, comme principe, mais ça ne nous empêche pas de jouer dans la vie sociale. Et un jeu où dans le jeu social, il y a forcément du mensonge. Pas forcément mais un mensonge méchant, mais quand on joue, même avec les enfants, c'est... Oui. Par exemple, je ne veux pas montrer mes cartes, ou alors je fais semblant d'avoir les très bonnes cartes, ou le contraire, je ne sais pas. C'est un mensonge qui est socialement accepté. C'est les joueurs de foot, il dit qu'il fait semblant d'aller vers la droite, mais non, il va aller vers la gauche, pour qu'on ne lui prenne pas son ballon. Et ça, c'est un petit mensonge. Mais c'est un mensonge qui est socialement accepté. Mais ça dépend des situations, n'est-ce pas, pour pouvoir voir un contexte. Oui. Oui. Ben non, en fait, c'est plus un mensonge assez... ce serait plus sur un mensonge assez franc, donc une question. Par exemple, la personne doit répondre par oui ou par non, et elle ment, elle dit pas la bonne réponse. Est-ce que... Et donc... Non, mais d'abord, on peut pas faire une prise où vous vous présentez. Vous dites qui vous êtes en fait à la caméra. On est en train de tourner, donc essayons de ne pas couper le fil. Ah, ok. Oui. Allez-y, continuez. Donc, en fait, notre problématique de TPE, c'est le mensonge est-il détectable chez l'individu ? Si le mensonge est détectable chez l'individu. Oui, donc si vous voulez, je vais me présenter avant. Donc, je suis psychologue clinicien et psychanalyste. Et bon, j'enseignais dans les universités. Maintenant, j'ai cessé d'enseigner de temps en temps. Et je me consacre à mes écrits, à mes textes, quelques vidéos qu'on fait comme avec vous, n'est-ce pas, et à mes patients. Et donc, en tant que psychologue clinicien et psychanalyste, je me suis aperçu que, pas simplement moi, il y a plein de gens qui le disent, que la psychologie, notamment la psychologie universitaire, a eu une grande dérive. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est attaché à étudier beaucoup plus aujourd'hui les comportements. Bon. Or, pour moi, ça c'est une psychologie complètement erronée d'étudier les comportements. Pourquoi ? Parce que, non pas que le comportement chez l'être humain n'existait pas, nous nous comportons tout le temps, bien sûr, mais ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que nous sommes. Le comportement, c'est disons, c'est le terminus, c'est le côté, la couche la plus superficielle de ce que nous sommes. Bon. Et qu'en plus, ça peut être trompeur. Parce qu'on est mené par plusieurs variables. C'est-à-dire que vous pouvez étudier si un pont, par exemple, qui est construit avec un certain matériau, tient ou tient pas avec le temps. Vous pouvez étudier et vous pouvez, en fonction du climat, en fonction du matériel qui est utilisé, en fonction de la base, du socle où il est installé ces ponts, de l'utilisation du pont, est-ce qu'il y a plein de trains et des camions qui passent, ou il y a juste des gens et des animaux qui traversent, et ainsi de suite. Il y a plein de choses, quels sont les niveaux des vibrations, de secousses, etc., pour voir si un pont tient. On va étudier ça et on va voir comment le pont se comporte. Alors, le pont se comporte. Il y a un comportement du pont à partir de plusieurs variables. Mais le problème, c'est que chez l'être humain, on ne peut pas mesurer ou évaluer les choses comme le comportement d'un pont. Même si déjà pour étudier le pont, c'est très compliqué. Parce que chez l'être humain, il y a des variables qui sont infinies. C'est énorme, qui viennent de l'intérieur de soi, de l'extérieur, si vous voulez, de la relation avec l'autre, et même de l'intérieur de soi, on est complètement divisé. On peut avoir une idée, et après une autre qui vient s'y associer, et qui est une idée qui est contradictoire. Et donc, on n'a pas simplement conflit avec l'extérieur, on a conflit avec soi-même. Et ces conflits-là peuvent varier, peuvent se modifier, même à notre propre insu. Et donc, une chose qui était
une vérité à nous avant, elle ne l'est plus aujourd'hui. Par exemple, apprenons un exemple, et même pour voir la détection des signes. Supposons, n'est-ce pas, par exemple, je suis amoureux de Marie. C'est une vérité, supposons. D'accord? Aujourd'hui. Mais dans 2 ans, je ne suis plus amoureux de Marie. Je suis amoureux d'Isabelle. Alors, laquelle des 2 vérités est la plus importante? L'amour pour Marie ou l'amour pour Isabelle? Les deux, mais une ne colle pas avec l'autre. Ou alors on peut être amoureux sans le savoir. Et laquelle des 2 est la vérité? Est-ce que la vérité implique le savoir ou pas? Alors après on va dire, ah oui, mais tu es toujours amoureux de Marie. Ça se voit dans tes yeux, quand tu la regardes. L'autre jour, j'ai vu presque une larme de tes yeux quand il y a Marie qui traversait alors que tu allais au café avec Isabelle. Imaginons. Oui, mais on va dire, oui, mais moi je suis très bien avec Isabelle. Alors, ces signes que vous avez détectés chez l'autre, de l'amour pour Marie, est-ce qu'il est plus vrai que le plaisir qu'il a à prendre son café avec Isabelle? Moi je pense que dans cette situation, oui. Il sera plus, enfin vous ou il sera plus concentré sur Marie parce qu'il ne sera pas avec elle. Donc ses pensées seront plus occupées par la fille avec qui il n'est pas plutôt que la fille avec qui il est. Alors là c'est très intéressant. Alors là c'est très psychanalytique. C'est-à-dire que là c'est très bien. Donc nous avons là déjà 2 étages. Un premier étage où la première vérité c'est que lui, il aime Isabelle et il est très content de prendre un café avec Isabelle. Ça, c'est un premier étage de la vérité. C'est parfait. Sauf qu'il y en a un deuxième, comme vous dites, qu'il y a une autre vérité qui n'est pas forcément en contradiction avec la première. Deuxième étage qui est, puisqu'il y a eu Marie et qu'il y a eu le goût d'un grand plaisir, d'un immense amour, ce que vous voulez, de fort avec Marie, mais comme elle n'est plus là, il y a la nostalgie, etc., n'est-ce pas? Et que c'est devenu comme un objet perdu, mais qu'on valorise encore énormément, ça fait partie aussi de la vérité de lui, de il. Mais donc, nous avons là 2, alors laquelle de ces 2 vérités est la plus importante? Après, ça dépend. Ça dépend d'autres variables, n'est-ce pas? Ça dépend d'autres circonstances. Et nous allons utiliser à ces moments-là d'autres étages de la vérité. Mais disons que là, nous avons 2 vérités différentes. Et puis, peut-être, ça c'est une interprétation, qu'on fait que lui, il est toujours peut-être un peu nostalgique des maris, mais peut-être pas forcément. Ou alors que cette nostalgie-là, elle fait